Vous allez bien? Vous êtes réveillés? Cool, parce que moi pas, donc il va falloir me... Avant de commencer, je voudrais faire un petit peu connaissance avec vous. Est-ce qu'il y a des dev front dans la salle? Ok, j'ai attiré que les dev back, mince. Est-ce qu'il y a des dev back dans la salle? D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissez la Jamstack? C'est vrai? Ah bah cool, très bien, comme ça vous ne saurez pas si je dis des bêtises. Parfait. Alors je vais vous confier un truc quand même. J'ai failli pas faire ce talk, j'ai failli l'annuler à peu près 130 fois. Moi, je ne suis pas une experte de l'architecture. Mon truc, c'est le dev front et l'accessibilité en plus. Hein, donc voilà, donc moi je vais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet qui me plaisait, que j'avais envie de creuser. Mais ce n'est pas mon domaine d'expertise en fait. Voilà, donc je m'étais dit que c'était l'excuse parfaite pour y passer tous mes week-ends. C'est fait. Donc là, je vais vous partager aujourd'hui un petit peu tout ce que j'ai creusé sur ce paradigme architectural pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Je n'ai pas beaucoup dormi, c'est pour ça. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu chaud quand je me suis rendu compte que, à part Netlify en 2024, il n'y a absolument plus personne qui prononce ce mot. Donc je me suis dit, ok, tu es en train de faire un talk sur un truc obsolète, tout va bien. Donc voilà, vous pouvez partir. La conférence est terminée, merci. On a 3 ans de retard. Non, restez, hein, on va creuser quand même et puis on va répondre à une petite question qui est est-ce que la Jamstack, elle est morte en 2024 ou est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Ça devrait marcher, cette chose-là, oui. Alors, avant de commencer, je vais me présenter aussi. Moi, je suis Alex Palma, je suis dev front chez Zenica, à Brest, pas à Rennes, du coup. Ma spécialité, donc, c'est l'accessibilité plutôt que l'architecture. Mais comme j'aime le challenge et que c'est mon premier talk technique, je me suis dit que j'allais parler d'un truc que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, je vous le vends bien, hein, vous avez envie de rester. Alors, quand même, je précise aussi, avant de commencer, que pour ce talk, ma langue officielle, c'est le franglais. Donc, toutes mes excuses à l'Académie française pour le contenu blasphématoire, c'est-à-dire 95% de ce talk. Et je suis aussi ambassadrice Google Women Tech Makers et fondatrice de la communauté Codawen, que vous pouvez voir ici, qui regroupe les femmes de la tech dans le Finistère. Et dans cette communauté, on a Sam. Sam, c'est une membre imaginaire, comme vous pouvez le voir sur sa photo, hein. Toute ressemblance avec une vraie membre de Codawen serait totalement fortuite et involontaire. C'était juste pour faire une transition. Donc Sam, elle développe un site de e-commerce de bières bretonnes, on est en Bretagne, hein, des bières bretonnes artisanales qui s'appelle Birli Baba. Le nom est hyper recherché, vous noterez bien. C'est la plus grosse recherche du talk. Tout se passe bien, sauf le vendredi soir, juste avant le week-end, le site ralentit et il tombe en panne. Chaque semaine, à la même heure, c'est le même cauchemar. Je n'ai pas lancé mon timer, évidemment. Les clients affluent pour commander l'apéro. Le serveur, il est surchargé et le site, il crache. Bon, l'architecture de Birli Baba, elle est assez classique. Hein. C'est une application monolithique où tout est rendu côté serveur. Donc, pour faire face à cette problématique, l'équipe, elle va augmenter la capacité du serveur au fur et à mesure que leur notoriété augmente. Autant dire que ça commence à coûter un petit peu cher, cette histoire. Alors qu'ils commençaient à réfléchir à la refonte de leur application, moi j'ai suggéré à Sam de changer d'approche et de se pencher sur la Jamstack. Ça donne faim en plus. Vous avez pris le petit déj, j'espère. Donc Birli Baba, il a été complètement refondu en découplant complètement le front et le back, avec un front statique servi via un CDN. Comme ça, quoi qu'il arrive au serveur, le site il tourne. Et pour tout ce qui doit être dynamique, ils vont se reposer sur des API, du serverless, pour plus dépendre d'un serveur centralisé et pour pouvoir assurer la scalabilité. Bon, le vendredi suivant, l'équipe elle est prête pour la panne habituelle, mais rien, le site est resté stable, les ventes ont explosé, et grâce à la Jamstack, Birli Baba est devenue une machine bien huilée qui allie la performance, la scalabilité et la sécurité. Pas mal, hein. Bon, on est d'accord que Birli Baba et Sam n'existent pas, mais la Jamstack, ce n'est pas qu'une pile de crêpes à la confiture. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est toujours cool aujourd'hui, même si vous n'entendez plus le mot. On va commencer avec un petit peu d'histoire vraie cette fois-ci, et on va remonter à l'origine des temps, en 1989. Il n'existe rien d'autre que des sites statiques. Donc pour créer un site, il faut écrire des pages en HTML. Enfin, à l'origine, ça avait un petit côté Minitel en ligne de commande quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou le truc dans les experts où ils tapent à 2 sur le même clavier, là. Trop cool.
Quelques années plus tard, en 1993, on a le premier serveur web qui est créé par le NCSA et qui porte le doux nom de NCSA HTTPD. Voilà, personne ne devait s'en rappeler à l'époque. Et ça va servir de base au serveur Apache, ce petit serveur. Donc c'est un truc plutôt cool qui ressemble à ça. Ça, c'est le premier serveur web de 1993 avec une jolie étiquette manuscrite. Cette machine est un serveur, ne pas l'éteindre. Pour la sécurité, on repassera du coup. Et voici le premier navigateur web en 1993. Ça, c'est une impré-écran qui a été prise sur un émulateur qui est sur le site du CERN et vous pouvez l'essayer. C'est assez cool d'aller voir comment c'était à l'époque et l'évolution qu'on a eue aujourd'hui. L'année suivante, on a Raslis-Lerdorf, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui a créé un langage dédié à la génération dynamique de pages HTML, un vieux truc pas très connu du nom de PHP. En 1995, on a FrontPage, le premier générateur de sites statiques grand public qui est créé, qui est suivi par Dreamweaver en 1997. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont utilisé Dreamweaver ici. Ouais, moi aussi. Et à ce moment-là, on a le SSG, la Static Site Generation, qui séduit aussi les devs pour générer de la documentation logicielle. Donc on a Javadoc qui va sortir la même année. Pour situer, à l'époque, le web, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le site du CERN en 1995. C'est plutôt pas mal, il gérait déjà bien le CSS. Hein. Ou alors, à la même époque, on a ça. Donc là, on peut déjà se dire qu'il y a les mecs qui aimaient le CSS et ceux qui n'aimaient pas. Voilà, on voit tout de suite. Mais les perfs de ce site, elles sont extraordinaires. Il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Donc là, on est en 96 sur le site du W3C. Et en 98, les CMS débarquent avec Typo3, Typo3, je ne sais pas comment on le prononce, suivi par Spip, Clear, Joomla, WordPress, etc., toute cette Drupal, qui vont dominer le web pendant un certain nombre d'années. On raconte qu'ils sont toujours là et qui représentent environ 70% du web. Mais les générateurs de sites statiques n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont quand même, pendant tout ce temps-là, largement utilisés par les devs pour générer de la documentation logicielle. Et en 2008, avec GitHub Pages, l'usage des SSG va exploser. GitHub Pages va permettre de publier directement des sites depuis le dépôt Git, ou soit en déposant des fichiers statiques, soit en utilisant Jekyll, qui est le SSG qui est créé par le cofondateur de GitHub. Donc là, le site statique devient hype, mais concrètement, les devs, ils ont toujours fait des sites statiques, en fait. Donc ça, c'est les GitHub Pages en décembre 2008. On est d'accord, ce n'est pas l'UX qui a fait cartonner le concept, hein, on ne va pas se mentir. Donc là, vous êtes déjà en train de vous dire, OK, les perfs, c'est bien, mais visuellement, ça ne va pas être possible. Mais restez, ça va bien se passer. Petit bond en avant, en 2016, on a le terme Jamstack qui est introduit par Matthias Biilmann, qui est le cofondateur de Netlify. C'est un peu les pionniers de cette architecture. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas eux qui l'ont créé, eux, ils l'ont marketé. C'est-à-dire qu'ils ont mis un terme sur une tendance qu'ils ont vu arriver dans l'industrie à ce moment-là et qu'ils se sont dit « c'est pas mal ce petit truc-là ». Donc l'idée de base, c'est de servir un front statique découplé du back-end et de refiler le reste, la recherche, l'authentification, à des API, à des services cloud. Oui, c'est exactement ce que Netlify vend. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. La Jamstack, elle va devenir relativement mainstream entre 2017 et 2019, avant de se faire un peu plus discrète, parce qu'on a des frameworks comme Astro ou Next.js qui ont offert la possibilité de combiner du server-side rendering et du SSG dans le même site. Ça a créé pas mal de confusion dans la communauté sur ce qui est Jamstack et ce qui ne l'est pas. Donc tout le monde n'a pas la même vision. D'un côté, on va avoir les puristes qui veulent du vrai statique. Et de l'autre, on a les gens qui ont quelques intérêts à pousser des services cloud, parce que le statique, on ne va pas se mentir, ça ne rapporte pas un copec aux entreprises, ça coûte très peu cher en hébergement et c'est totalement autonome. Donc ce n'est pas forcément très intéressant pour eux. Alors que le statique, avec plein de serverless dedans, c'est quand même vachement plus rentable. De là à penser que le concept il a été marketé et un poil détourné pour vendre, il n'y a qu'un pas qu'on ne va pas franchir aujourd'hui parce qu'on ne veut pas se fâcher avec Netlify. Voilà. On va quand même reprendre l'architecture initiale de Birli Baba dans notre histoire. Donc c'était un monolithe classique. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer comment ça marche, mais un rapide rappel quand même. On a un serveur sur lequel on a déployé une application monolithique dans laquelle il y a tout, le front comme le back. L'utilisateur, il envoie des requêtes HTTP et il reçoit le HTML en retour
classique, efficace. Sauf si Jean-Michel débranche le serveur parce qu'il n'a pas lu l'étiquette. J'ai rien contre les Jean-Michel, je suis désolée s'il y en a dans la salle, mais quand même, lisez les étiquettes, quoi. Donc, notre problématique aujourd'hui, ça va être de scaler. Donc, voyons comment ça peut marcher avec un monolithe. On a deux manières de scaler un monolithe. Le premier, c'est la scalabilité verticale, qui va consister à augmenter la capacité du serveur en ajoutant de la RAM, des processeurs un peu plus puissants, du stockage. Donc ça va avoir quelques limites matérielles et financières qui sont quand même assez évidentes. Quand on a atteint la capacité de notre serveur, il faut le remplacer par un nouveau, plus puissant, et fatalement, il coûte plus cher. En prime, on a introduit un single point of failure, Jean-Michel, enfin le serveur en tout cas. Si le serveur il est down, le site il est hors ligne. Donc ça va limiter pas mal la résilience et la disponibilité en cas de panne. Et un autre point négatif, c'est la latence qui est accrue pour les utilisateurs distants. Un serveur centralisé, même puissant, il ne va pas pouvoir se rapprocher géographiquement des utilisateurs qui sont un peu dispersés dans le monde. Et de manière assez évidente, la donnée, elle va mettre beaucoup plus longtemps à faire San Francisco-Quimper que Guingamp-Rennes. Donc vous l'aurez compris, si vous avez des gros besoins, ce n'est pas forcément la méthode la plus adaptée. La seconde manière de faire avec un monolithe, c'est la scalabilité horizontale. Ça va reposer sur l'ajout de plusieurs serveurs pour augmenter la capacité de votre application. Et là, on va avoir plusieurs serveurs qui comportent chacun la même application monolithique avec un load balancer qui va être chargé d'équilibrer la charge sur ces serveurs. Et comme toute approche, cette scalabilité horizontale, elle a aussi des limites. On augmente la complexité de gestion. Plus il y a de serveurs, plus l'architecture devient complexe. Il faut gérer le load balancing entre les serveurs, il faut gérer la synchronisation des données, il faut gérer la communication entre les instances. La gestion des déploiements, des mises à jour, la maintenance va devenir beaucoup plus exigeante et on va commencer à avoir besoin de compétences en orchestration avec des outils comme Cube, parce que je ne sais pas le prononcer, donc on va dire Cube, c'est bien. La mise en place de la scalabilité horizontale, elle demande des investissements en infrastructure. Il va falloir des serveurs supplémentaires, il va falloir un système de load balancing et des outils de gestion. Donc ça peut vite être assez coûteux aussi. Dans une architecture distribuée, maintenir la cohérence des données, par exemple, ici on va avoir une base de données distribuée, c'est assez complexe. Ça va générer des problèmes de latence, des risques de divergence des données entre les différentes copies si elles ne sont pas bien synchronisées. On retrouve ici encore la latence. La scalabilité horizontale, elle dépend du réseau pour faire transiter les données entre les serveurs. On a supprimé le single point of failure du serveur principal, mais potentiellement on l'a déplacé ailleurs. On l'a déplacé dans les systèmes de gestion et on risque de devoir gérer de la haute dispo pour éviter les interruptions. Donc à l'origine, on avait un site qui était simple, efficace, et on se retrouve avec une usine à gaz à maintenir. C'est pas terrible. Donc on va voir du côté de l'architecture Jamstack comment ça se passe. Mais avant, qu'est-ce que c'est exactement que cette Jamstack? À l'origine, Jam, c'était pour JavaScript, API et Markup. Je vous dis à l'origine parce que vous allez voir, ça a un petit peu évolué depuis. JavaScript, normalement, tout le monde sait plutôt ce que c'est. Dans une archi Jamstack, les API, elles vont être exploitées à fond, c'est-à-dire que tout ce qui est dynamique va passer par une API. Que ce soit les appels à une base de données, l'authentification des utilisateurs, l'intégration de services tiers comme un service de paiement, API. Il ne faut pas que je tousse, sinon vous allez tous être sourds. Donc l'objectif, c'est vraiment de découpler le front du back. Et le M, c'est pour markup, autrement dit le code HTML qui est pré-généré lors du build et qui va être servi directement via un CDN. Alors CDN, c'est pas dans le titre, mais clairement, ça fait partie du package au début. Le but de cette structure, c'est d'éliminer la dépendance à un langage côté serveur et de se reposer sur le pré-rendu du contenu et les CDN pour optimiser au maximum les temps de chargement, la scalabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc l'architecture Jamstack, elle repose sur 3 principes fondamentaux: le découplage du front et du back, un front statique et une distribution via un CDN. Le découplage du front et du back, il va nous apporter de la flexibilité et de la modularité. On va pouvoir mettre à jour le back sans affecter le front et vice-versa. On peut même avoir 2 équipes complètement différentes qui vont travailler sur l'un ou sur l'autre. Donc chaque partie de l'application est indépendante.
Le front statique, il va assurer des performances exceptionnelles. Il n'y a pas de rendu serveur ou d'accès à la base de données à chaque requête, donc il va charger hyper rapidement. Le fait que ça soit statique, ça renforce aussi la sécurité, donc ça c'est un super bon point. La surface d'attaque, elle va être grandement réduite puisqu'il n'y a pas de serveur en temps réel et le CDN, il va inclure souvent une protection contre les attaques DDoS. Avec des fichiers qui sont servis par un serveur au plus proche de l'utilisateur via un CDN, on va réduire notre latence au minimum et ça va booster la rapidité de chargement de notre site. On va aussi pouvoir assurer la scalabilité parce que l'architecture décentralisée du CDN, elle gère automatiquement les pics de trafic. Donc en fait, on n'a plus rien à faire. On pose nos fichiers et il gère tout. Et enfin, on va assurer la disponibilité de notre site. Les fichiers étant distribués, le site il va rester accessible quoi qu'il arrive, même si Jean-Michel il débranche notre serveur. Ne laissez pas Jean-Michel approcher du serveur. Donc l'archi Jamstack, à l'origine, c'était ça. Je vous laisse regarder, je me désaltère. Voilà, merci. On a un front qui est généré au build par un static site generator. On a ce qu'on appelle un headless backend. Je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. La donnée, elle est récupérée au build time par le SSG. Et tout le reste est stocké sur un CDN. Le tout, d'ailleurs, pas tout le reste. Tout est stocké sur un CDN. C'est la partie statique de notre site. Notre utilisateur, il va requêter le CDN et il va recevoir le site statique. Et pour la partie dynamique du site, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, l'utilisateur, il va requêter directement les API et il va recevoir du JSON. Oui, le pneu brûlé, là, c'est JSON. C'est pour ça que je l'ai écrit en dessous. Parce que... Donc cette architecture, elle est ultra simple, ultra efficace et on n'a rien à reprocher à ça. Hein. C'est clair, je pense. Les points positifs, c'est qu'il y a très très peu de latence, puisque le CDN il va gérer la mise en cache, il va servir le site au plus proche de l'utilisateur. On a une scalabilité quasi infinie, le CDN gère hyper bien cet aspect-là, et on a totalement découplé le front de notre back, donc la base de la collaboration entre le front et l'API, entre le back et le front, c'est l'API, qui va servir les données aussi bien au build qu'à la demande. Avec ce découplage, on va tout à fait pouvoir envisager d'utiliser un back-end as a service ou un CMS headless, comme ça on n'a pas besoin de gérer notre back nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, ici, on a les 3 principes de la Jamstack qui sont respectés, donc les 3 principes d'origine. Il y a aussi des points de friction, et notamment le fait qu'à chaque modification du site, on va devoir relancer un build et redéployer la totalité du site. Ça peut être embêtant. Donc évidemment, on ne va pas utiliser cette architecture pour développer un réseau social en temps réel, pas hyper adapté. Mais pour tous les sites qui ont des données qui changent peu, eh ben, c'est une architecture qui est pertinente, qui va permettre d'avoir un site ultra performant, un front scalable à volonté. Donc ça, c'était le concept à l'origine, c'est plutôt cool, on n'a pas grand-chose à y reprocher. Aujourd'hui, ça a évolué vers un truc assez cloudy. Déjà, la Jamstack, elle a perdu son acronyme, on ne l'écrit plus en majuscule. On l'écrit tout en minuscule, et pour cause, on a viré JavaScript de l'équation. Donc on peut tout à fait avoir un site Jamstack en WASM si ça nous chante. Donc ça, c'est pas plus mal en soi. Hein. Et puis on a rajouté pas mal de cloud et de serverless par-dessus. Donc les principes de base, ils ont été un petit peu détendus. Néanmoins, on conserve quand même l'idée du headless backend. Alors qu'est-ce que c'est exactement un headless backend? C'est un backend qui n'a pas de tête. Voilà, question suivante. Non, en vrai, c'est un site, c'est pas du tout un site. C'est un back qui n'a pas de front couplé et qui va exposer ses données uniquement via des API. Donc un exemple typique, vous avez des CMS headless comme Strapi ou Contentful qui ne gèrent pas le front et ce sont des headless backend. Et quand on a besoin de scaler un headless backend classique, eh bien, on va devoir déployer plusieurs copies exactes de notre backend sur des serveurs ou des conteneurs distincts. Donc ça inclut le code de l'API, les dépendances, l'environnement d'exécution. On va tout dupliquer. On va aussi avoir besoin d'un load balancer pour répartir la charge, et on va commencer à utiliser des mots compliqués comme clustering, caching, sharding pour gérer notre base de données. Et là, on sait qu'on est en train de retomber dans ce qu'on avait tout à l'heure. Un headless backend, ça peut être déployé sur un serveur classique, mais ça peut aussi être déployé sur une architecture serverless. Et c'est là qu'on va commencer à parler des functions as a service, autrement connu sous le nom de serverless function ou lambda, propriétairement parlant pour ceux qui sont habitués d'AWS.
Donc une serverless function, c'est un morceau de code back-end qui tourne dans son petit serverless runtime, dans un petit coin chez un cloud provider. Et donc, dans chaque fonction, elle va avoir son propre environnement d'exécution, et chacune s'exécute uniquement en réponse à des événements. Donc, par exemple, des requêtes HTTP, des tâches programmées, des choses comme ça. Pour scaler, eh ben, on va simplement lancer autant de runtime que nécessaire, sans limitation matérielle. À part notre compte en banque, hein, parce qu'on est d'accord que ça, c'est pas gratuit quand même. Hein. Donc c'est vrai que ça scale hyper facilement. J'allais dire gratuitement, mais non, toujours pas. Ça scale hyper facilement. Par contre, ça a un gros défaut. Quand on choisit un fournisseur, eh ben, on accepte une certaine dépendance à son écosystème parce que ces fonctions elles sont étroitement liées au runtime, aux outils et aux API spécifiques de ce fournisseur. Une fois développées, ces fonctions elles peuvent être hyper difficiles à déplacer d'un fournisseur à l'autre, à migrer vers une autre plateforme. Donc souvent, on reproche aux serverless functions d'être un peu vendor lock-in, et il faut admettre que la portabilité, elle n'est pas terrible. Donc chez Birlibaba, on n'a pas envie de s'embêter à gérer un serveur. Donc on va faire un serverless headless backend, c'est dur à dire, entraînez-vous, en utilisant des lambdas qui exposent des données pour le front via une API. C'est plutôt clair. Du coup, notre back il va scaler super facilement quand on en aura besoin, et on va consommer que ce qu'on a besoin. Jusque-là, tout va bien. Notre site statique est toujours généré au build time et stocké sur un CDN. Notre serverless API, elle fournit les données au build en priorité, mais pas que. Elle les fournit aussi à la demande pour les fonctionnalités dynamiques. On conserve toutes les particularités d'une architecture Jamstack. C'est top. Mais là, on est en pleine réunion chez Birlibaba et on a une dev qui s'exclame qu'elle a entendu parler d'un obscur concept de rendu côté serveur. On devrait quand même regarder ça de plus près parce que ça peut être cool. Mais c'est pas ce qu'on faisait avant avec notre bon vieux PHP, en fait. Alors, vous avez bien vu, c'est exactement ça. On peut faire du SSR avec des serverless functions, exactement comme on le ferait avec un serveur. C'est pas très éloigné de ce qu'on avait avec notre architecture monolithique, au final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça se ressemble assez. Sauf que pour scaler, souvenez-vous, notre monolithe, il avait 2-3 désavantages non négligeables, comme la complexité, la latence, le coût, alors que la lambda, elle, est scale comme ça. Qu'elles soient en SSR ou en headless, ce sera la même chose. Et ça, c'est plutôt cool quand même, parce qu'il n'y a absolument rien à gérer. Donc notre back va scaler sans qu'on ait rien à faire. En plus, ça supprime la nécessité de faire des redéploiements sur tout ce qui est en SSR. Trop cool. Du coup, pourquoi on s'embête à faire une API alors qu'on peut directement utiliser des lambdas pour faire du SSR? Donc ici, on a décidé de supprimer la couche API et on requête directement nos lambdas. Comme un bon vieux serveur, notre lambda, elle va générer dynamiquement notre HTML et elle va nous retourner notre page. Pourquoi pas? En plus, on va avoir un avantage qui est la personnalisation. On peut faire facilement du A/B testing ou des choses très personnalisées avec ce genre de choses parce que la page, elle est rendue au runtime pour l'utilisateur. Par contre, on a 2-3 effets secondaires, on va vite s'en rendre compte, et pas des moindres concernant nos performances. Déjà, on récupère nos problèmes de latence. Les lambdas, elles ne sont pas toujours disponibles au plus proche de l'utilisateur, donc on en revient à faire des allers-retours entre San Francisco et Quimper avec nos données, voire plus loin. Et on a une petite nouveauté aussi qu'on ne connaissait pas jusque-là, ce sont les cold start. Alors un cold start, qu'est-ce que c'est? C'est le temps nécessaire pour initialiser l'environnement d'exécution lors de la première invocation de notre lambda, de notre serverless function, après une période d'inactivité. Ça peut durer parfois plusieurs secondes et ça va générer des incohérences pour les utilisateurs parce que les premiers à lancer la lambda, ils vont devoir attendre alors que les autres, ils ne vont rien percevoir du tout. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas une lambda, hein. On en a une par fonction. Donc ça peut générer des latences impressionnantes des fois sur les sites. Ça devient moins cool, hein, cette affaire, du coup. Et tant qu'on y est, on s'est dit qu'on pouvait aussi utiliser des lambdas pour générer directement notre HTML là-haut et le déployer sur le CDN. Admettons que je veuille que ma lambda build mon site à minuit tous les jours, je vais utiliser un cron job pour le programmer à heure fixe. Et comme j'ai des pages qui sont mises à jour plus fréquemment que d'autres, eh ben, je vais pouvoir les mettre à jour en fonction, selon les pages, à telle heure ou à telle heure.
Ici, je vais avoir très peu de latence parce que mon front, il est toujours déployé sur le CDN, sur cette partie-là. Mais par contre, je vais en conserver pas mal au niveau du SSR. Donc il y a des pour et des contre. Encore une fois, pourquoi pas? Techniquement, ici, on a les 3 principes de la Jamstack qui sont toujours respectés. Donc, c'est toujours de la Jamstack. Mais nous, là, chez Birlibaba, la problématique, là, c'est plutôt la performance que la personnalisation. Le site, il n'est pas très dynamique. On n'a pas besoin de SSR. Donc, on va rester sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Et on va garder notre headless backend. Donc ici, la lambda, elle va être plus rapide parce qu'au lieu de builder le HTML et de le retourner, elle renvoie directement du JSON. Elle n'est pas responsable de construire la page HTML. On va aussi utiliser une lambda pour générer le build statique avec le cron job pour automatiser tout ça à heure fixe. Et on va aussi ajouter un système de notification pour que le headless backend prévienne la lambda qu'il faut relancer un build quand j'ai posté un nouvel article ou quelque chose sur le site, quand j'ai fait des modifications. Ça, c'est cool. Au niveau des avantages, on retrouve notre scalabilité infinie, la faible latence, la flexibilité que va nous apporter le découplage du front et du back. Et au niveau des inconvénients, on perd notre personnalisation qu'on avait en SSR, mais ce n'est pas grave, on en a pris le parti, on n'en voulait pas. Et pendant qu'on y est, on voudrait bien gérer de l'authentification et des services de paiement directement en SSR aussi. Voilà, il est joli ce petit graphique. Hein. On est loin de la Jamstack de tout à l'heure qui était super simple. Hein. Donc on a considérablement augmenté la complexité de notre architecture simple et efficace, minimaliste. Et potentiellement, on a augmenté son coût aussi, parce que toutes les petites lambdas partout, là, elles sont beaucoup plus chères qu'un back-end classique. Et maintenant, on va devoir aussi jongler avec un nouveau truc qui s'appelle cache invalidation, parce que notre CDN, on ne l'utilise plus comme quelque chose de statique, on l'utilise comme un cache qu'il va falloir invalider quand on a déployé quelque chose. On ne parle plus de portabilité, hein, toutes ces serverless functions dans tous les sens, on a la corde au cou, hein, c'est foutu. Changer de fournisseur, là, ça impliquerait des modifications très lourdes, donc on n'a pas les budgets. Et si vous trouvez ça complexe, mais attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui, dans la communauté Jamstack, on commence à parler d'un truc qui s'appelle le Composable Web, enfin dans la communauté Jamstack, chez Netlify. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais d'après ce que j'ai pu voir, ça ressemble globalement à ça. Donc on n'a plus un back-end, on en a plusieurs en fait, avec des microservices, des headless CMS, des back for front dans tous les sens qui orchestrent toutes ces tentacules. Je vous avoue que je n'ai pas tenté le schéma en mode Jamstack de ce truc-là, je n'avais pas l'énergie, mais je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Donc nous, on voulait juste faire un modeste site de e-commerce, hein, donc on va se détendre, on ne va pas partir là-dessus. On va revenir à la Jamstack. Au fur et à mesure de son succès, elle s'est dissoute dans les bonnes pratiques front-end. Le statique a explosé avec des outils comme Next.js et Astro, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un petit framework, on en parlera après, qui ont créé quand même pas mal de confusion autour de cette pratique en permettant de faire coexister le SSG et le SSR dans la même application et parfois même dans la même page. Donc on l'a vu, la cloudification à outrance, ça n'a pas arrangé les choses, hein, ça n'a pas simplifié notre architecture. Donc la question, elle se pose aujourd'hui, c'est quoi la Jamstack aujourd'hui en 2024? Est-ce que c'est forcément un site full statique? Est-ce que c'est du Next.js? Est-ce que les îlots d'Astro, c'est Jam? Eh bien, ça divise un petit peu la communauté. On a certaines personnes dans la communauté Jamstack qui voient cette hybridation comme une évolution qui permet de garder l'esprit Jamstack, alors qu'on a aussi les puristes qui privilégient la simplicité avec l'architecture statique. Ça, c'est la version polie. En gros, on a un côté qui reproche à l'autre d'être dogmatique, et on a l'autre côté qui reproche à l'autre d'être capitaliste. Pour moi, on ne se pose pas la bonne question. Je pense que les deux ont un cas d'usage précis et une raison d'être. À mon sens, la vraie question ici, c'est de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait. Et vous allez voir que ça met tout le monde d'accord au final. Et pour reprendre la question que je vous ai posée au départ, elle est morte ou pas, la Jamstack, du coup? Les puristes estiment que oui. Elle est morte quand on a commencé à lui coller du cloud de tous les côtés. Surtout ceux qui voyaient une approche à faible impact écologique dans cette démarche, parce qu'évidemment, le cloud, ça reste du cloud. Et
mais dans mes notes, j'ai marqué 2 fois les puristes, donc je ne sais plus lesquels c'est. Et les autres, ils vont voir la Jamstack du point de vue des principes, de comment on fait un site Jamstack. Et en effet, avec le temps, les principes, ils ont été vraiment très détendus sous l'impulsion de Netlify, beaucoup détendus. Donc pour eux, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est plus de la Jamstack pour les puristes, alors que pour les autres, si. Donc voilà. Donc on va vraiment avoir ceux qui estiment qu'elle est mainstream, qu'elle est devenue mainstream et que la Jamstack a gagné. Et ceux-là, ils vont se placer plutôt du point de vue de où on veut aller, plutôt que de comment on veut y aller. Pour eux, les principes, ils vont évoluer avec les technos, et c'est OK. Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que les deux ont raison en partant de leur point de vue. On ne peut pas donner tort ni à l'un ni à l'autre, ça dépend de leurs besoins. Jason Lengstorff, lui, il est du côté des optimistes. C'est une des voix influentes de la communauté. C'est aussi un ancien de Netlify, alors je ne sais pas trop à quel point ça influence son discours. Il résume la Jamstack comme étant le principe du moindre effort appliqué au front-end. J'ai trouvé ça très drôle et je trouve que ça résume vraiment bien le concept. Non, ça ne veut pas dire que les devs vont se la couler douce, je suis désolée, les devs front en tout cas. Ça veut dire qu'il faut repenser l'architecture front pour revenir aux bases. Commencer par le minimum, être static by default et ajouter de la complexité seulement quand on en a besoin. Découpler le front pour le rendre totalement indépendant du back-end, ça reste dans les principes. Et vous noterez qu'il n'y en a plus que 2. Et qu'on n'a plus du tout le CDN et toutes ces choses-là dans cette version. Pour Jason, la Jamstack, ce n'est pas une architecture, c'est une vibe. C'est un appel à la simplicité. J'ai trouvé ça beau. Et après, il dit, ça ne doit pas être une approche dogmatique, ça implique pas forcément d'avoir du statique servi par un CDN, comme ça a été le cas à l'origine. Bon, moi, je trouve assez audacieux de caler qu'on rejette l'approche dogmatique et c'est une vibe dans la même phrase, mais pourquoi pas. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je le rejoins sur un point. Embarquer par défaut des choses dont on n'a pas besoin, ce n'est pas une approche Jamstack. Est-ce qu'on a vraiment besoin de SSR ? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le jeu des cloud providers pour héberger très chèrement une application statique avec plein de SSR inutiles dessous? C'est une question à se poser. Donc on a aussi une bonne partie de la communauté qui est quand même ouverte aux approches hybrides, comme Astro par exemple. Astro, donc, c'est un méta-framework qui va se baser sur une architecture en îlot. Il est statique par défaut et si on en a besoin, on va pouvoir activer des fonctionnalités comme le mode hybride qui va permettre de faire cohabiter le statique et le SSR. Donc ça, c'est résolument une approche Jamstack, selon ce point de vue-là, même dans sa version hybride, si tant est qu'on ait réellement besoin de ces fonctionnalités. Et Astro, il permet de pousser encore plus loin la performance parce que son architecture en îlot, elle va permettre d'optimiser le rendu côté client. Il va permettre de rendre seulement certaines parties de la page, les fameux îlots, de manière dynamique, quand il y en a besoin, en laissant le reste statique. Et donc, il va minimiser le JavaScript à charger et à exécuter. C'est vraiment une approche qui permet de concilier la rapidité et la sécurité du site statique avec le dynamisme du JS pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc, c'est un outil parmi d'autres pour développer un site Jamstack. Il y en a beaucoup, dont certains sont quand même très connus. Dans la catégorie des headless CMS, on va citer Payload, qui est un nouveau, donc comme quoi la Jamstack est toujours vivante. Tina, Contentful et même WordPress qu'on peut utiliser en mode headless. Du côté des générateurs de sites statiques, on va avoir beaucoup de gros très connus comme Next.js, Nuxt, SvelteKit. On peut aussi citer des outils qui sont un peu plus spécifiques comme Gatsby, ViewPress, Hugo, Eleventy, ou aussi MKDocs, ça reste du générateur de sites statiques. On va aussi inclure dans ces outils tout ce qui touche au cloud et au serverless, parce que maintenant, ça en fait partie, et les solutions de déploiement, d'hébergement, les Lambda Functions. Voilà, on connaît toute l'histoire de la Jamstack, on a fait le tour de son architecture, ses avantages, ses outils. On va parler un petit peu des performances maintenant. Donc moi, je voulais vous faire une démo, mais a priori, vous montrer des performances superbes sur un blog vide avec rien pour comparer. Je me suis dit que c'était pas ouf. Du coup, j'ai opté pour une autre approche qui est de vous parler des Core Web Vitals. Est-ce que vous connaissez les Core Web Vitals? Non? Levez la main? Non? Ceux qui connaissent? Ouais, la question n'était pas claire. Très bien. Très bien. Hop. Alors, c'est difficile de vous parler des performances sans vous parler de ces métriques.
Ce sont des indicateurs qui vont mesurer l'expérience utilisateur en ligne. On en a 3 principaux qui sont LCP, CLS et INP. Ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que ça mesure, hein. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai entendu ces onomatopées, j'étais un peu perplexe. Du coup, je suis allée voir à quoi ça ressemblait dans les Performance Insights de mes DevTools et ça ne m'a pas trop aidé. Voilà. Je ne savais pas qu'il fallait faire une formation pour comprendre, mais si. Donc, cette vue, elle est vouée à disparaître. J'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle pour la santé mentale des gens qui doivent l'utiliser. Elle est remplacée par cette vue qui est plus claire et plus simple au premier abord. Ne crions pas trop vite victoire, parce qu'en fait, toutes les données qui sont sur l'ancienne vue, elles existent toujours. C'est juste qu'ils ont collé un joli papier cadeau devant et on ne se fait plus agresser par des graphiques à l'UX douteuse dès la page d'accueil. Donc là, on va retrouver les termes LCP, CLS et INP. LCP, c'est pour Largest Contentful Paint, qui va mesurer la rapidité avec laquelle le plus grand élément de contenu visible est chargé. Donc en gros, ça va mesurer la vitesse de chargement perçue d'une page. On a plusieurs facteurs qui vont pouvoir impacter le LCP, le temps de réponse du serveur, le rendu JS et CSS, et les ressources lourdes du genre les images non optimisées, les vidéos trop grandes, etc. Donc l'architecture Jamstack, elle ne va pas garantir un bon LCP, mais ça peut aider, parce que les pages pré-générées, elles ne nécessitent pas de rendu côté serveur, ce qui permet au navigateur de récupérer les éléments les plus volumineux dès le premier chargement de la page. La distribution via un CDN proche géographiquement, fatalement, ça va influencer positivement le LCP et la mise en cache également. CLS, c'est pour Cumulative Layout Shift. Celui-là, il va mesurer la stabilité visuelle de votre page pendant le chargement, c'est-à-dire qu'il évalue la manière dont les éléments de la page se déplacent de façon inattendue. Vous savez, quand vous chargez un site et que le temps que vous cliquez sur le bouton jaune, là, hop, il y en a un autre qui est apparu à la place, et c'est celui-là qui est validé. C'est chiant. Donc en soi, le CLS, ici, c'est celui qui va nous intéresser le moins, parce qu'il n'impacte pas vraiment la vitesse ou la réactivité. Donc on ne va pas trop s'attarder dessus, mais c'est bien de savoir qu'il est là quand même. Et INP, c'est pour Interaction to Next Paint, qui va mesurer la réactivité de la page en évaluant le délai entre l'interaction de l'utilisatrice ou de l'utilisateur et la réponse visuelle du site. En pratique, si la page n'a qu'une seule interaction significative quand vous cliquez, il va prendre cette valeur. S'il y en a plusieurs, il va prendre la pire pour représenter la pire expérience de cette navigation. Donc là encore, le CDN, la mise en cache et le fait de minimiser les requêtes au serveur réduisent le délai entre l'interaction et le retour visuel. Donc l'architecture Jamstack, elle va influencer positivement cette métrique également. Avant de parler des outils de mesure de performance web, je fais une petite aparté avec cette superbe taxonomie de l'an 2019, c'est hyper vieux, elle est authentique. Elle provient d'un très ancien talk du Google I.O. Bref, ce qui m'intéresse ici, malgré le grand âge de ce document, c'est qu'on se rend compte que tous ces outils ils sont alimentés par les mêmes données sous-jacentes. La plupart des lab tools comme Lighthouse, ils vont être alimentés directement par le moteur de Lighthouse qui va utiliser des lab data, alors que les API de performance web et les statistiques d'utilisation de Chrome, elles sont alimentées par des solutions REM, ce qu'ils appellent Field ici, qui sont des solutions tirées des vraies données des utilisateurs. Donc entre les deux, on a PageSpeed Insights qui fait un mix entre ces deux sources de données. Et sur les outils tiers, globalement, je n'ai pas trouvé énormément de sources sur leurs sources de données, mais ceux que j'ai pu trouver utilisent aussi ces données-là. Ils sont basés sur l'API Crux de Google et sur le moteur Lighthouse pour une grande partie. Pour ma part, j'utilise surtout le plugin Chrome Web Vitals qui permet en un coup d'œil de savoir si le score il est bon ou pas sur n'importe quel site auquel il a accès. Donc on va avoir des petits carrés comme là-haut, là, et on vous indique c'est OK, c'est pas OK. Et quand on le déroule, on a cette jolie page qui vous permet d'avoir d'un premier coup d'œil les performances du site sur les métriques, les 3 dont on parlait tout à l'heure, ainsi que 2 autres qui sont Time to First Byte et First Contentful Paint. Donc c'est aussi des métriques importantes pour notre évaluation de la performance de notre site. Rapidement, le Time to First Byte il va mesurer le temps de réponse du serveur. Et le FCP, le First Contentful Paint, il va mesurer la première apparition de contenu visible sur la page. Et vous noterez qu'ici, l'INP, il attend l'interaction pour être calculé. C'est celui-ci. Waiting for input. Il attend que je clique quelque part pour calculer mon interaction.
Le deuxième outil que j'utilise, c'est Google Lighthouse, que je pense beaucoup de gens connaissent, hein, qui est un outil open source de Google, qu'on peut trouver directement dans les DevTools de Chrome. On peut l'installer aussi sur Firefox, ou on peut carrément l'utiliser en ligne de commande, ou l'intégrer dans une CI avec Lighthouse CI. Donc là, vous allez pouvoir lancer un audit global de votre site. J'ai montré que les performances, parce que là, c'est ce qui nous intéresse. Et on peut constater que le site The Future of Jamstack est quand même ultra performant. Vaut mieux pour eux en même temps, c'est de la Jamstack. Et bien sûr, on a l'onglet Performance des DevTools de Chrome que je vous ai montré tout à l'heure et qui a l'avantage d'être plus spécifique et d'intégrer une source de données mixte, alors que Lighthouse, il va être basé uniquement sur des lab data. Voilà, donc là, je ne vais pas vous faire l'explication que j'avais prévu de vous faire parce qu'il ne me reste que 5 minutes. On a d'autres outils qui existent, pour ne pas citer que ceux de Google. On a Web Page Test, qui est aussi assez réputé, qui a l'air de se baser aussi sur les données de Google et qui donne un rapport complet. Et il y a un autre argument pour aller vers l'approche Jamstack, c'est potentiellement, en tout cas c'est pour cette raison que moi je m'y suis penchée au début, c'est l'éco-conception. Évidemment, ça ne fait pas tout. Il faut bien entendu se poser les bonnes questions avant, à commencer par est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site et est-ce que j'ai vraiment besoin de cette feature? Parce qu'on oublie souvent ces questions-là. Mais la Jamstack, elle s'inscrit quand même dans une démarche à la base de numérique responsable et son intérêt principal réside dans l'équilibre entre le besoin, les performances et l'impact environnemental. Donc elle n'est pas à négliger quand on a une démarche d'éco-conception. Ça va permettre de limiter au maximum les requêtes au serveur, on va diminuer du coup l'énergie qui est nécessaire et on va améliorer l'efficacité énergétique de notre site web. On se focalise sur la sobriété numérique, on a le besoin avant la hype. Et pour connaître cet impact environnemental, il existe un certain nombre d'outils. On va avoir le plugin Green IT Analysis, qui est très très bien. Castor Green, qui est une plateforme d'audit qui permet d'analyser l'impact global du site aussi, et qui est une super ressource à connaître. Je vous laisserai aller les explorer. Et côté référentiel, on va avoir le RGESN, qui est édité par le gouvernement, qui permet d'avoir toutes les références un petit peu qu'on peut avoir avec l'accessibilité, le RG2A, mais pour l'éco-conception, et le GR491, qui est le guide de référence de conception responsable des services numériques, qui est porté par l'Institut du numérique responsable, et qui fournit un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques destinées à la conception responsable, alors pas que environnementale, aussi éthique et sociale. Donc c'est une ressource super intéressante. Avant de rendre le micro, promis, je m'en vais après, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Je me suis appuyée sur le travail de plusieurs personnes pour faire ce talk, notamment Dave Agraval, qui a fait une super vidéo ultra riche et hyper intéressante sur cette architecture. Son travail a servi de base pour une grande partie des schémas que je vous ai présentés aujourd'hui, donc merci à lui. Et je rends aussi à Busus, ce qui appartient à Busus, avec cette citation tirée d'un vieil article passionnant sur la Jamstack, qui m'a pas mal inspiré pour en faire l'historique. Donc la Jamstack, c'est du statique qu'on saupoudre de serverless au besoin. On arrive à la fin de cette conférence et je vous repose la question, qui pense que la Jamstack est morte? Personne. Très bien, on a gagné. Moi, je pense qu'elle a gagné et qu'elle a envahi le monde au point de devenir tellement mainstream qu'elle en a perdu son étiquette. Et en fait, peut-être bien que c'est les deux en même temps. En fait. Tant que personne n'ouvre la boîte, on ne saura pas si elle est morte ou pas. Merci beaucoup pour votre attention.